Puis il y a l'écran du téléphone, les sous-titres à la télévision, les panneaux de signalisation la nuit. Et le pire, ce n'est pas le flou. C'est ce que le flou signifie. Parce qu'au fond de vous, vous commencez à entendre une phrase discrète dans votre esprit. Je vieillis. Et cette phrase a du poids. Elle a une odeur d'hôpital. Elle sonne comme des flacons de pilules. Elle ressemble à vos proches qui ralentissent leurs pas pour que vous puissiez suivre. Et quand votre vue décline, autre chose s'efface avec elle. Votre indépendance. Vous commencez à demander de l'aide pour des choses que vous faisiez seul auparavant. Vous commencez à hésiter avant de conduire. Vous commencez à faire semblant de voir. Parce que vous ne voulez inquiéter personne. Parce que vous ne voulez pas devenir un fardeau. Ce mot, fardeau, frappe plus fort que la douleur. C'est la peur d'avoir besoin d'aide pour lire un menu, la peur de rater une marche dans l'escalier, la peur de se regarder dans le miroir et de réaliser que vous n'êtes pas seulement en train de changer, mais de disparaître morceau par morceau. Et pour beaucoup de gens, le moment où ils mettent des lunettes ressemble à une reddition. Pas parce que les lunettes sont mauvaises, mais parce qu'elles sont un symbole, une petite monture qui murmure « c'est comme ça maintenant ». Mais il y a ensuite cette histoire. Un artiste de 93 ans, les mains tachetées par l'âge, le dos légèrement courbé, et pourtant il s'assied près d'une fenêtre au coucher du soleil et il lit. Sans lunettes. Sans plisser les yeux, sans forcer, sans faire semblant. Il lit comme un enfant lit. Comme si les mots étaient faciles, comme si la page était bienveillante. Et quand on lui demande comment il fait, il ne se vante pas, il ne vend rien, il sourit simplement, comme s'il se souvenait de quelque chose d'ancien, et il dit « c'est le rituel du coucher du soleil ». Si vous avez déjà ressenti cette peur, celle que votre corps vous enlève peu à peu des choses, alors restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez exactement le secret qu'a utilisé cet artiste de 93 ans pour tout changer. Pas une routine compliquée, pas un appareil à 500 $, pas une pilule miracle, juste un rituel simple, accompli à la même heure chaque jour. Et voici ce qui rend cette histoire à la fois troublante et pleine d'espoir. Cet homme n'a pas commencé avec des yeux parfaits. Il a commencé avec une vision floue, des maux de tête, et cette panique silencieuse que son art, l'œuvre de sa vie, puisse lui échapper. Mais il a trouvé un moyen de se battre. Et je ne vous dis pas ça comme un conte de fées où tout le monde retrouve une vision parfaite du jour au lendemain. Je vous raconte ça comme une histoire humaine, sur ce qui se passe quand quelqu'un refuse d'accepter la fin qu'on lui a imposée. Si vous êtes ici en ce moment, à avoir du mal à lire les petits caractères, à sentir vos yeux se fatiguer vite, à avoir l'impression que votre monde s'assombrit. Il y a un écart entre là où vous êtes et là où il est. Il s'appelait Elias. Il vivait dans un petit appartement rempli de peinture. Pas la peinture propre qu'on voit dans les ateliers neufs. La vraie peinture. Séchée sur le sol, laissant des taches. De vieux chiffons vivaient sous ses ongles, comme une seconde peau. Elias ne peignait pas seulement des images. Il peignait la mémoire. Il peignait la façon dont la lumière du soleil tombe sur une table. La façon dont un visage paraît juste avant de pleurer. La sensation d'un coin de rue quand on est amoureux et en retard pour quelque chose. Mais ensuite, lentement, la lumière a commencé à le quitter. Au début, il a accusé la pièce. La lampe est faible, se disait-il. La lumière du jour n'est pas bonne aujourd'hui. Mais les artistes savent quand ils se mentent. Les traits devenaient plus difficiles à maîtriser. Les couleurs commençaient à se mélanger, comme de l'encre encore humide. Ses yeux le brûlaient à midi, et le soir, il avait l'impression d'avoir du sable coincé sous les paupières. Il est allé voir des médecins. Un cabinet sentait le désinfectant et les vieux magazines. Un autre avait des machines qui cliquetaient et bourdonnaient, comme si ses yeux étaient un problème à mesurer, à numéroter, à classer. Ils lui ont braqué des lumières dans les yeux. Suivez mon doigt. Lisez la dernière ligne. Mieux. 1 ou 2. Et chaque fois qu'il échouait à lire une ligne, quelque chose en lui s'effondrait. Pas sa vue, sa dignité.
Le diagnostic n'était pas spectaculaire. C'était pire que spectaculaire. C'était banal. Des changements liés à l'âge. Normal, attendu. Comme si se perdre faisait simplement partie du lot. On lui proposait des corrections plus fortes, de nouvelles lunettes, des verres différents, des lumières plus vives. Et ça aidait pendant un temps. Mais ce qu'Elias détestait, c'était que ses yeux deviennent dépendants. S'il oubliait ses lunettes, le monde le punissait. Si l'ordonnance changeait, il devait encore s'adapter. Et chaque adaptation ressemblait à un aveu d'échec. Puis est venu le creux émotionnel. Un soir, il a essayé de lire une lettre de sa petite fille. Elle l'avait écrite à la main. Un mot simple, une écriture d'enfant, maladroite et sincère. Il l'a tenue tout près de lui, puis loin. Il a allumé la lampe, puis une autre lampe, et puis... And still, the words wouldn't settle into clarity. His hands began to shake, not from age, but from something deeper, grief. Because the letter wasn't just paper, it was love, and he couldn't see it. He sat down in his chair, and for the first time in decades, he didn't paint. He just stared at his own canvas, blank, and whispered, "What's the point if I can't see?" That's the moment many people understand, but rarely admit. When your eyesight fades, it's not just sight you lose, it's the feeling that the world still belongs to you. A week later, Elias did something he hadn't done in years. He went for a walk without a plan. Not for exercise, not for errands, just to feel like a person again. His feet carried him past a second-hand store, the kind with dusty windows and sun-faded posters, the kind where time feels stacked in piles. Inside, he wandered through shelves of cracked spines and forgotten titles, and then he saw it, a thin old book tucked behind a row of cookbooks. It wasn't flashy, no bright cover, no promises, just a title that stopped him cold. Sunlight and the Eyes. He laughed out loud, not because it was funny, because it sounded too simple, too old, like something a desperate person would believe. But something inside him, something stubborn, picked it up anyway. At home, he opened it near the window, where the light was soft. The book described something called a sunset ritual. Not staring directly at the sun, not burning your eyes, something gentler, something safer. It was about training the eyes the way you'd train a weak muscle. Elias was skeptical. He'd spent years trusting machines and prescriptions, and now a dusty book was telling him the answer might be the sky? He almost put it away, but then he remembered that letter and the blank canvas, and he thought, I have nothing to lose. So the next evening, he tried it. And what happened wasn't a miracle, not yet. But it was something else, a tiny shift, a moment where his eyes felt calmer, like someone had lowered the volume on a constant strain. And that tiny moment was enough to keep him going. Here's what Elias did. And if you're listening closely, you'll notice something important. This wasn't just a habit, it was a ceremony. Because the body changes faster when the mind believes it matters. Première étape. Il a choisi la lumière la plus sûre de la journée. Elias ne faisait pas ça à midi. Il le faisait au coucher du soleil quand la lumière est chaude, basse et douce. Il s'asseyait près de la fenêtre où sortait pour voir le ciel clairement. Pas le soleil lui-même, mais la lumière autour. Il abordait ça comme une séance de peinture. Même heure, même endroit, même calme. Deuxième étape, il adoucissait son regard. Il ne forçait pas ses yeux à travailler davantage. Il faisait tout le contraire. Il laissait ses yeux se détendre, comme on relâche un poing qu'on ne savait pas crisper. C'est important car beaucoup de problèmes de vue s'aggravent quand les yeux sont constamment sous tension. Quand on plisse les yeux toute la journée, le monde se rétrécit, les muscles se contractent. La concentration devient agressive. Elias s'exerçait à une vision douce, comme regarder l'horizon sans chercher les détails.
Troisième étape, il ajouta. Clignez lentement, comme la pluie sur un sol sec, toutes les quelques secondes. Élias clignait lentement, pas rapidement. Clignement nerveux. Lent, délibéré, doux. Parce que cligner répartit l'humidité sur la surface de l'œil. Et quand tes yeux sont secs, ta vision peut devenir instable, comme si tu regardais à travers une vitre poussiéreuse. C'était son premier moment de révélation. Il remarqua qu'en clignant lentement des yeux, les contours des objets devenaient plus nets. Pas parfaits, mais mieux. Étape 4. Il faisait la mise au point de près, puis de loin, comme on étire une articulation raide. Après 2 minutes à regarder la lumière chaude, il fixait quelque chose de proche. Une feuille dans sa main, un coin de page, une simple ligne sur une peinture. Puis il regardait au loin à nouveau. Un toit, un arbre, l'horizon. Près, loin, près, loin. Doucement. C'est important. En termes simples, tes yeux ajustent la mise au point grâce à de minuscules muscles quand tu regardes des écrans toute la journée. De près, ces muscles peuvent rester bloqués dans une seule position. Élias leur rappelait chaque jour. On sait toujours comment bouger. Étape 5. Il finissait par l'obscurité pour que les yeux puissent se reposer. Cette partie a surpris les gens. Après le coucher du soleil, Élias éteignait les lumières vives pendant quelques minutes. Il s'asseyait dans une lumière tamisée, non pas pour se punir, mais pour laisser ses yeux se reposer, car la guérison survient souvent dans le repos, pas dans l'effort. Et au fil des semaines, quelque chose a changé. Pas en un jour spectaculaire, mais discrètement, comme le corps qui guérit une coupure, refermant lentement la plaie jusqu'à ce qu'un jour vous baissiez les yeux et réalisiez que la blessure a disparu. Élias a recommencé à lire d'abord avec difficulté, puis avec moins de difficulté. Puis un matin, il a pris le journal et s'est rendu compte qu'il lisait depuis 5 minutes sans chercher ses lunettes. Il s'est figé, comme quelqu'un qui vient d'entendre une voix qu'il croyait perdue à jamais. Il a refait le test encore et encore. Ses yeux n'étaient pas jeunes, mais ils étaient vivants, réactifs, capables. Et cela a tout changé. Aujourd'hui, Élias peint toujours, et ce que les gens remarquent en premier, ce n'est pas sa vision, c'est son énergie. Pas une énergie bruyante, pas une énergie factice, mais celle, discrète, qui vient d'une personne qui se sent à nouveau maître de sa vie. Il lit les lettres sans appréhension. Il sort dehors sans crainte. Il peint au crépuscule et sourit au ciel comme à un vieil ami. Et parfois, quand le soleil se couche, il s'assoit là avec son thé et il fait son rituel, non pas parce qu'il a peur de la cécité, mais parce qu'il est reconnaissant de voir. Parce que le rituel est devenu plus que la vue. C'est devenu son rappel quotidien. Je suis toujours là, je suis toujours capable, je suis toujours en devenir. Et si tu écoutes ceci en ce moment, en ayant l'impression que ton corps te prive de certaines choses, je veux que tu entendes ceci clairement. Vieillir est une réalité, mais l'abandon est un choix, et il n'est jamais trop tard pour commencer ta propre histoire. Pas demain, pas quand tu auras le temps, ni au prochain coucher de soleil. Commence petit, commence doucement. Commence comme quelqu'un qui croit encore au miracle, pas ceux qui sont bruyants et impossibles, mais ceux silencieux, qui arrivent quand tu continues de te présenter. Parce qu'Élias n'a pas vaincu le temps, il a simplement cessé de laisser le temps décider de qui il serait, et toi aussi, tu peux le faire.